Président, je peux commencer? Oui, vous pouvez commencer, monsieur. Mes chers amis, donc, nous allons vous parler des leucémies chroniques. Alors que les organisateurs voulaient que je me parle de toutes les leucémies, je leur ai dit que ce n'est pas facile et qu'on va se limiter aujourd'hui rien qu'aux leucémies chroniques. Donc, pour toutes les leucémies, la définition, c'est presque l'augmentation des globules blancs dans le sang. Un surnombre de globules blancs anormaux, au fait. Ces globules blancs anormaux peuvent être lymphoïdes, comme ils peuvent être myéloïdes. Si l'arrêt de maturation se fait au niveau blastique, ce sera des leucémies aiguës blastiques, lymphoblastiques ou myéloblastiques. S'il s'agit de l'arrêt de maturation, sans arrêt de maturation, ça sera chronique. Ainsi donc, on aura différentes leucémies, différentes par leurs symptômes, par leur évolution, par leur traitement. C'est bon? S'il vous plaît, le sang. Une remarque, que les leucémies chroniques se développent lentement et restent longtemps presque asymptomatiques et silencieuses. Et une remarque aussi, c'est que 50% des leucémies aiguës, plutôt chroniques, qu'elles soient myéloïdes ou lymphoïdes, sont de découverte fortuite à l'occasion d'un bilan sanguin demandé par le médecin généraliste dans son cabinet pour un malade suivi ou traité pour autre chose. Donc je reprends, 50% de ces leucémies chroniques sont de découverte fortuite à l'occasion d'un examen, bien sûr, l'examen c'est l'hémogramme demandé par le généraliste. On distingue alors les leucémies myéloïdes chroniques et les leucémies lymphoïdes chroniques. Pour la leucémie myéloïde chronique, sa définition, donc, elle fait partie des syndromes myéloprolifératifs, c'est-à-dire ça touche la cellule myéloïde, la cellule souche myéloïde, et se caractérise par une prolifération de la lignée granuleuse, mais surtout par une anomalie cytogénétique que vous connaissez déjà depuis tout le temps, d'ailleurs elle existe depuis 1960, le chromosome Philadelphie anormal. Et ces derniers temps, ce chromosome donc, il code pour une anomalie moléculaire, un réarrangement moléculaire qu'on appelle BCR-ABL. Cette maladie donc chronique évolue en trois phases, la phase chronique, la phase accélérée et la transformation aiguë. Donc anciennement, cette leucémie myéloïde passe obligatoirement presque par cette phase chronique de quelques années, et puis la phase accélérée, et puis la phase aiguë en 2-3 mois. Donc inévitablement, ça se transforme et c'est fatal. Donc pour l'historique, la découverte de ce chromosome Philadelphie qu'on verra tout à l'heure, depuis les années 60. Par la suite, on découvre l'anomalie elle-même, c'est-à-dire que c'est une translocation du chromosome 9 et 22. C'est une double translocation. Dans les années 80, on décrit le gène anormal, BCR-ABL, qui code pour un ARN messager qui lui-même code pour une protéine anormale, dans les années 90. Le diagnostic donc actuel est fait, on verra tout à l'heure, sur le karyotype et sur la cytogénétique et sur la biologie moléculaire. Ce qu'il y a de plus important au fait, ces dernières années, c'est l'apparition d'une thérapeutique ciblée. C'est-à-dire qu'on va cibler la protéine anormale, l'empêcher d'agir sur les cellules hématopoïétiques. C'est une thérapeutique ciblée et on verra que finalement, ça a révolutionné le traitement actuellement de la leucémie myéloïde chronique. Donc on rappelle l'anomalie cytogénétique, elle est acquise. C'est le résultat donc d'une translocation réciproque entre le chromosome 9 et 22,
qui code pour une protéine anormale hybride, qui a finalement une activité tyrosine kinase très forte, 200 fois plus que la normale. Cette activité va jouer un rôle essentiel dans la prolifération des cellules anormales, des globules blancs, et ces mêmes globules blancs s'accumulent parce qu'au fait, il n'y a pas d'apoptose, il n'y a pas de destruction de ces cellules anormales. Donc il y aura une prolifération et non destruction des cellules produites en grand nombre. C'est la prolifération et l'accumulation. Ce sont les deux phénomènes qui font que la leucémie devient avec une hyperproduction. Ici, donc, vous voyez le chromosome 9 et 22. Il y a une translocation double. Finalement, le bras lent du chromosome 22 passe sur le chromosome 9 et le gène ABL passe sur le chromosome 22. Et ça forme ce chromosome, Philadelphie, BCR-ABL. Ici, vous le voyez, donc, il est transformé, et il va coder pour un ARN messager anormal, chimérique, elle-même qui code donc pour une protéine chimérique anormale, BCR-ABL, qui a une activité tyrosine kinase très très forte, et nous avons dit 200 fois plus que la normale. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la phase chronique? Généralement, elle est asymptomatique. La phase chronique, il n'y a aucun signe. La splénomégalie part quasi constante, mais asymptomatique dans 50% des cas. Parfois, elle est tellement importante qu'elle occupe tout l'abdomen, mais parfois, elle n'existe pas aussi. Elle est de découverte parfois à l'échographie abdominale. Mais elle est aussi importante que l'hyperleucocytose est importante. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas d'adénopathie et que des signes inconstants, avec l'asthénie, les sueurs nocturnes, de perte de poids et rarement des thromboses, sont peut-être des signes d'appel pour examiner le malade et demander une FNS. Si vous voyez cette splénomégalie qui est importante, et elle peut être encore plus importante, et on l'appelle une splénomégalie en bouclier. Finalement, elle occupe tout l'abdomen. L'examen à l'hémogramme, comme nous avons dit en introduction, dans 50% des cas, c'est à cet examen qu'on va découvrir la maladie. Au fait, il s'agit d'une hyperleucocytose franche, souvent supérieure à 100 000 par millimètre cube. La giga par litre, il s'agit au fait des unités internationales actuellement. Vous pouvez donc avoir à lire un hémogramme avec ces unités. Giga, c'est 10 puissance 9. Au lieu que ce soit par millimètre cube, par litre. Donc ça sera 100 000 par millimètre cube, dans 50% des cas. En moyenne, c'est 105 000. Mais parfois, ça peut atteindre jusqu'à 500 000. Le deuxième point, à côté de cette hyperleucocytose, vous avez une polynucléose neutrophile, des neutrophiles qui sont importants. Mais surtout, on retrouve cette myélémie, c'est-à-dire des éléments jeunes qui passent de la moelle dans le sang périphérique. Ce sont les métamyélocytes, les myélocytes et quelques promyélocytes qui sont encore plus jeunes, mais souvent inférieurs à 5%. Cette myélémie est souvent entre 30 et 60%. Mais il suffit de 20% pour orienter le diagnostic. Parfois, il y a des blastes, mais ça ne peut pas dépasser 3%. Sinon, il faut penser plutôt à l'accélération. Il y a aussi une petite anomalie aussi, ce sont les basophiles, mais qui confirment qu'il s'agit bien d'une hyperleucocytose en rapport avec une anomalie cytogénétique. À côté de cette hyperleucocytose, il peut y avoir une anémie qui a une origine parfois centrale, par défaut de production, parfois par séquestration splénique, mais généralement, les globules rouges sont normaux. À côté donc des globules blancs et de l'anémie, vous avez aussi les plaquettes. Elles peuvent être augmentées dans 50% des cas et même dépasser 1 million par millimètre cube ou 1000 gigas par litre.
Ce diagnostic, au fait, on pose à ce moment-là le diagnostic d'un autre syndrome myéloprolifératif qui est la thrombocytémie essentielle. Donc ce n'est pas toujours évident de faire le diagnostic parmi les syndromes myéloprolifératifs parce qu'ils associent à la fois l'hyperleucocytose et la thrombocytémie. Est-ce que la ponction de moelle est indispensable ou pas, de même que la biopsie? Anciennement, la biopsie médulaire, elle se fait, de même que la ponction de moelle, ça aide au diagnostic. Actuellement, la biopsie médulaire ne se fait plus, et la ponction de moelle a quelques indications, dans certains cas, pour définir le pourcentage de blastes et apprécier réellement si ce malade est en phase chronique, ou en phase d'accélération, ou en phase d'acutisation. Ici sur le frottis, nous voyons ici qu'il y a finalement passage dans le sang des éléments immatures qu'on ne devrait pas trouver dans le sang périphérique. Ce sont ces promyélocites, ces myélocites, ces métamyélocites, ces basophiles. On devrait normalement trouver que de polynucléaires et des lymphocytes. Mais on en trouve ces cellules jeunes, c'est la myélémie. Donc nous avons une orientation diagnostique par le frottis. Mais pour confirmer le diagnostic, sur le sang ou sur la moelle, si la myélémie n'est pas importante, c'est rechercher le chromosome phi qu'on a vu tout à l'heure sur le karyotype. Donc on doit faire un karyotype qui va nous montrer que le chromosome 22 est raccourci et qui fait le diagnostic. Là, c'est le karyotype. Mais à côté du karyotype, c'est-à-dire la cytogénétique, il y a aussi la biologie moléculaire. Actuellement, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, la pathogénie, c'est l'activité de la tyrosine kinase est multipliée par 200 fois, et elle a deux effets en augmentant la prolifération, en diminuant l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. Dans ce cas-là, il n'y a plus de mort programmée. On doit rechercher cette anomalie BCR-ABL par RT-PCR, c'est-à-dire par la protéine chaîne réaction en temps réel. C'est grâce à cette technique qu'on va doser, ou du moins quantifier l'ARN messager ou la protéine elle-même. Et on aura le diagnostic donc. Alors l'évolution. Près de 2/3 des malades sans traitement vont évoluer dans les 3 ans vers une leucémie aiguë et décéder. Après la transformation, ça ne dure que 3 à 6 mois. Les thérapeutiques anciennes permettaient peut-être d'avoir une rémission clinique, disparition de l'asthénie, disparition de la splénomégalie ciliona, même normalisation de l'hémogramme. Mais ça ne fait pas disparaître le chromosome, ni la protéine anormale. Seuls certains inhibiteurs de la tyrosine kinase actuelle, depuis 2000, et la greffe de moelle allogénique permettrait d'éradiquer la maladie et espérer une guérison. Mais depuis l'apparition de ces inhibiteurs de la tyrosine kinase, on ne propose plus la greffe de moelle allogénique que dans certains cas. Finalement, ça a révolutionné le traitement, si bien que la greffe de moelle n'est plus indiquée en général. Elle n'est indiquée que dans de rares cas, quand il y a résistance à ces inhibiteurs de première, deuxième, troisième génération. Alors, anciennement traité par l'hydréa, qui est un antimitotique utilisé depuis tout le temps, rémission hématologique, mais pas de réponse cytogénétique. Actuellement, éthénisé, c'est hyperleucocytose importante, plus de 200 000. L'interféron alpha, qui est aussi une cytokine qu'on peut utiliser associée à une chimiothérapie, donne une réponse cytogénétique, mais jamais de réponse moléculaire. La greffe de moelle, qui est le seul traitement curatif, est réservée qu'aux sujets jeunes qui ont un donneur HLA compatible et qui est en phase d'acutisation. La greffe de moelle n'est plus utilisée comme avant. D'ailleurs, à Alger, de 1998 à 2008, il y a eu 280 cas de LMC greffés
Et de 2008 à 2014, il n'y a que 23 patients. Ça veut dire ça passe de 28 greffes par an à 23 en 6 ans. Donc elle est reléguée en dernière position. Alors depuis l'année 2000, il y a eu ces inhibiteurs de la tyrosine kinase. Ils ont amélioré le pronostic et la qualité de vie des patients. On appelle ça des traitements ciblés. Ils sont tellement ciblés qu'ils sont chers. Ils agissent par inhibition compétitive de l'adénosine triphosphate au niveau du site d'activité de la protéine kinase. Le premier inhibiteur, l'imatinib, de première génération, est utilisé en Algérie seulement en 2007, alors qu'il existe en 2000. Donc il agit en compétition par rapport à l'adénosine triphosphate, qui ne permet plus la phosphorylisation de la tyrosine, et elle n'a plus d'effet sur les globules blancs. Finalement, les objectifs thérapeutiques sont maintenant, ce n'est plus le but d'avoir une rémission hématologique complète seulement, mais encore d'avoir une réponse moléculaire majeure, profonde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus détection de la protéine anormale ou du chromosome anormal. En première intention, l'imatinib mesylate, qui est commercialisé soit sous le nom de Glivec ou Imatib, est utilisé à raison d'une gélule de 400 mg par jour en phase chronique et parfois jusqu'à 600 mg en phase chronique. Il est utilisé par voie orale en une seule prise par jour. Dans certains cas, il existe des œdèmes, des toxicités quand même importantes, mais parfois chez certains malades, ça oblige d'arrêter le traitement. S'il y a des neutropénies, thrombopénies importantes, anémie, un rage cutané important, on peut arrêter le traitement et proposer un autre. Les ITK de deuxième génération qui sont encore plus chers, le dasatinib, qui est utilisé à 100 mg par jour, il est utilisé chez les patients donc, qui sont intolérants à l'ITK de première génération avec une résistance par mutation. Le deuxième, il existe un autre, le nilotinib. Il est utilisé par 200 mg par jour à 12 heures d'intervalle, mais il est mieux toléré avec beaucoup moins de toxicité hématologique. Donc en deuxième intention, on peut utiliser les ITK de deuxième génération, mais parfois on peut revenir à l'hydréa, surtout chez les patients âgés, ou s'il y a une contre-indication des ITK de deuxième et troisième génération. Nous avons parlé de l'allogreffe, qui est réservée généralement aux formes résistantes à tous ces traitements. Vous voyez ici sur cette courbe, sur cette plaque, les différentes thérapeutiques utilisées dans la LMC, avec une durée de vie en moyenne jusqu'à 6 ans. Mais ici, vous avez l'imatinib, avec une courbe de survie qui est presque 100%, pendant des années. Donc, amélioration de la survie pendant longtemps. Pour illustrer cette prise en charge, si vous voulez, et qu'elle est parfois touchée du doigt la difficulté de diagnostic et de prise en charge, nous rapportons 2 cas cliniques. Le premier, c'est une jeune dame de 42 ans, 4 enfants, sans antécédents particuliers, qu'on a suivi depuis janvier 2012 pour une leucémie myéloïde chronique. Cliniquement, elle présentait un débord splénique de 8 cm, une hyperleucocytose à 260 000 par millimètre cube, une myélémie à 57%. Ces 2 éléments permettent déjà d'une orientation diagnostique vers une hyperleucocytose, vers une leucémie myéloïde chronique. Malheureusement, le myélogramme n'a pas été fait, mais encore ni le karyotype ni la biologie moléculaire. Ce qui nous interpelle, c'est qu'on ne peut pas faire ces examens, tout simplement. Ils sont chers et ce n'est pas facile de les faire localement. Mais la malade, on lui fait un bilan préthérapeutique qui est normal.
On lui fait un traitement symptomatique à base d'hyperhydratation, de zylorique, et on lui donne de l'hydréa pour diminuer le taux de globules blancs qui était à plus de 200 000 pendant un mois, et tout se corrige. Disparition de la rate, les globules blancs sont normaux à 10 100, l'hémoglobine toujours 10,7 et les plaquettes normales. Pendant 17 mois, elle reste stable, mais malheureusement, elle rechute donc au 17e mois de traitement. Elle rechute avec 43 000 blancs et hémilimie à 33%. On augmente la dose de l'imatinib qui était à 400. Ça donne aussi une rémission. Mais une deuxième rechute survient encore au 12e mois avec une hyperleucocytose 72 000 et une hémilimie à 52. On parle à ce moment-là de résistance au traitement. En vérité, cette résistance, elle peut exister le plus normalement chez certains malades, et parfois parce que le malade n'est pas compliant au traitement, parce que les malades, parfois aussi, c'est la rupture du médicament, et qu'on ne peut plus l'offrir aux malades. À partir de cette date, donc juillet 2014, on l'a mis sous hydréa pour gérer l'hyperleucocytose et les plaquettes à 300 000. Elle reste donc avec hyperleucocytaire jusqu'en décembre 2014. On lui fait donc la biologie moléculaire qui nous confirme qu'il s'agit d'une leucémie myéloïde chronique avec un BCR à 30% et un myélogramme normal. Les globules blancs à 100 000. Là, on propose un deuxième ITK de deuxième génération à 80 mg. Et nous avons un résultat, depuis février 2015, amélioration des globules blancs, surveillance mensuelle, et avec un contrôle par biologie moléculaire qui nous montre que le chromosome, que la protéine produite n'est plus qu'à 0,03%, c'est-à-dire une rémission moléculaire majeure. En 8 mois, rémission. Jusqu'à ce jour, c'est-à-dire il y a le dernier contrôle, l'examen clinique est normal, les globules blancs sont normaux, l'hémoglobine à 11 et les plaquettes sont à 116 000. Finalement, cette malade qui ne répondait pas à l'hydréa, qui n'a pas pu répondre à l'imatinib, actuellement, elle est bien contrôlée par un ITK de deuxième génération, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Le deuxième cas, c'est un peu particulier aussi. C'est une patiente âgée de 73 ans avec des antécédents chargés. Elle a reçu de la chimiothérapie, d'hystérectomie en l'an 2000, il y a 10-12 ans, enfin 10-14 ans, de la chimiothérapie, taxotere, cisplatine. Elle a été néphrectomisée à gauche, thyroïdectomisée aussi. Elle a fait 2 accidents transitoires vasculaires. Si on découvre du dernier accident vasculaire, qu'on découvre chez elle des globules blancs à 130 000 et des plaquettes à 690 000. Myélémie à 25, dans ce cas-là, il n'y a même pas de splénomégalie. On met un traitement par l'hydréa, on contrôle les globules blancs qui passent de 130 000 à 10 600. Et pendant tout ce temps-là, la malade, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a beaucoup de comorbidités, parce qu'elle a eu déjà un cancer, parce qu'elle a reçu de la chimiothérapie, nous la gardons sous hydréa. Avec parfois, donc, diminution des doses, parfois arrêt du traitement, reprise du traitement. Elle a fait une complication des ulcères de jambes, et depuis, elle a arrêté un peu le traitement d'elle-même. Jusqu'au mai 2015, elle avait globules blancs à 77 000, des plaquettes presque à 1 million. La biomol confirme la LMC. Elle écarte aussi, la biomol aussi du JAK2, qu'on appelle le JAK2 négatif, qui écarte la thrombocytémie essentielle. Nous l'avons mis sous imatinib, une gélule par jour. Elle est stabilisée donc dans ce cas-là, depuis mai 2015 à ce jour. Les globules blancs sont restés presque à 7 000, hémoglobine à 10 000 et des plaquettes à 500 000. Finalement, même cette dame âgée avec une comorbidité extrême,
répond finalement aux ITK et elle est contrôlée depuis près d'1 an. En conclusion, pour la LMC, le traitement actuel qui est basé sur les ITK a révolutionné le pronostic. Même dans le cas où il y a des résistances, on passe en 2e génération. Ils permettent cette rémission cytogénétique chez plus de 80% des malades et on peut aller jusqu'à des seuils de réponse indétectables. 0,001. Et dans ce cas-là, parfois, on peut se poser la question, pour certains malades, d'arrêter ou pas le traitement. La deuxième leucémie, c'est la leucémie lymphoïde chronique. Elle est définie comme une prolifération maligne monoclonale, c'est-à-dire cancéreuse, de lymphocytes B matures dans la moelle osseuse. À partir de la moelle osseuse, il y a un envahissement des organes lymphoïdes périphériques, tels que les ganglions. C'est la plus fréquente des leucémies de l'adulte. On ne la voit pas chez l'enfant. C'est à partir de 40-50 ans. 3 hommes sont touchés beaucoup plus que les hommes sont touchés beaucoup plus que les femmes. L'incidence est de 3 à 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants, mais dans les pays développés, dans les pays plutôt occidentaux, un peu moins chez nous. C'est une maladie incurable, mais de progression lente pour la majorité des patients. Donc s'il y a un diagnostic fait de leucémie lymphoïde chronique, selon le stade, on peut savoir exactement, enfin on peut prédire l'évolution. Et l'on verra ça tout de suite. Alors les circonstances de découverte, on revient environ 70 à 80% des nouveaux cas sont découverts fortuitement aussi. Les 60% des patients n'ont aucun symptôme, donc on découvre fortuitement sur l'hémogramme. Le syndrome tumoral, c'est-à-dire les adénopathies plus ou moins splenomégalie sont rares aussi. Les insuffisances médulaires, parmi les complications, l'anémie dans certains cas, les problèmes infectieux, hémorragiques, et puis les complications auto-immunes. Ce peuvent être les circonstances de découverte. Mais le plus, c'est un hémogramme que le généraliste, effectivement, a demandé chez un patient qui est peut-être suivi pour autre chose. Donc, on reprend le sujet âgé, état général conservé, parfois adénopathies. Ce qu'elles ont de particulier, ces adénopathies, elles sont superficielles, bilatérales, symétriques, fermes, indolores, et mobiles, et qu'il n'y a aucun caractère inflammatoire. Et elles peuvent être généralisées, c'est-à-dire cervicales, axillaires, inguinales. La rate se voit dans la moitié des cas, et l'hépatomégalie est rare. Alors l'hyperleucocytose ici, elle va dépasser 50 000. L'hémoglobine et les plaquettes sont normaux au début du diagnostic, mais on parle de lymphocytose si ça dépasse 5 000 seulement. La normale, ça va jusqu'à 4 000, 3 000. Mais si ça dépasse 3 000 et que ça dure quelque temps, on peut évoquer le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Donc j'insiste, sur un hémogramme, ce n'est pas tant l'hyperleucocytose, dans le cadre de la leucémie myéloïde chronique, c'est plus le taux de la lymphocytose anormale qui dépasse 5000. Donc il faudrait faire la part des choses. Cette hyperlymphocytose est suffisante pour évoquer le diagnostic. Ce qu'on voit au niveau de frottis, c'est qu'il y a plus de lymphocytes normaux, mais qui sont monoclonaux au fait. Le deuxième point, c'est la lymphocytose médulaire, qui dépasse 30%. Mais en vérité, actuellement, il n'a pas d'intérêt. Je redis, actuellement, pour faire le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique, anciennement, en plus de la lymphocytose supérieure à 5000, il fallait avoir dans la ponction de moins 30% de lymphocytes. Mais actuellement, il n'y a pas d'intérêt parce qu'en vérité,
il y a un autre test plus important, nécessaire actuellement au diagnostic, depuis quelques années, c'est l'immunophénotypage. Donc le véritable diagnostic, ce n'est pas seulement la lymphocytose, supérieure à 5000, mais c'est aussi l'étude des lymphocytes sanguins circulants par cytométrie de flux, qui affirme d'abord la nature B, c'est des 19, c'est des 20 positifs, et puis la monotypie des lymphocytes, la monoclonalité si vous voulez, et puis l'antigène CD5 qui est habituellement un marqueur de T, mais là il marque les B, ça fait un score de Matutes qui dépasse supérieur ou égal à 4, et c'est cet immunophénotypage qui affirme ou confirme le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique et qui élimine les autres causes de l'hyperlymphocytose. Donc, je reprends, si on doit faire un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, on découvre parfois d'une manière, j'allais dire devant un hémogramme de routine, une lymphocytose supérieure à 5000. Mais le diagnostic est confirmé par cet immunophénotypage, que l'on ne fait pas aujourd'hui à Bjaya, il n'est pas fait. On le fait ailleurs. Donc le cytomètre de flux, il va montrer ces graphes, positivité de la LLC, et il permettra donc de confirmer qu'il s'agit bien d'une leucémie lymphoïde chronique. Le score de Matutes, finalement, c'est ici, quand on calcule. S'il est positif, le CD1, on donne 1 point. Et si ça dépasse 4, ou jusqu'à 5, ça sera la leucémie lymphoïde chronique. Les autres examens pour pouvoir surveiller et traiter ce malade, ce sont l'électrophorèse des protéines avec son pic monoclonal, mais une hypogammaglobulinémie, c'est donc aussi un diagnostic, c'est aussi une complication, cette hypogammaglobulinémie. Ça fait que la leucémie lymphoïde chronique est une leucémie avec un déficit immunitaire, humoral. Ce déficit humoral fait que le malade est sensible aux infections. Et le véritable problème de ces LLC, ce sont les infections. L'ABS n'est pas élevé, il y a une hyperuricémie, mais finalement, c'est un diagnostic différentiel, enfin plutôt avec un diagnostic de déficit immunitaire. Pour classer le malade et proposer des traitements, on distingue le stade A, B et C, non pas par rapport à l'hyperleucocytose, comme vous voyez ici, mais par rapport au nombre d'aires ganglionnaires touchées. On distingue l'aire cervicale, médiastinale, la rate, le foie et l'aire inguinale. On compte chez notre malade combien d'aires ganglionnaires touchées. On dira, il a moins de 3 aires ganglionnaires touchées, s'il s'agit de axillaire et cervicale. Mais c'est moins de 2. Et que l'hémoglobine est normale, dépasse 10 grammes par décilitre, et les plaquettes 100 000 par décilitre. On distingue le stade B s'il y a plus de 3 aires ganglionnaires, et le stade C, quel que soit le nombre d'aires ganglionnaires, s'il y a une anémie inférieure à 10 grammes ou des plaquettes inférieures à 100 000, c'est considéré un stade avancé C. Donc, finalement, le stade A, c'est un stade indolent, et peut survivre des années, voire 10 ans. Le stade B, 5 ans. Le stade C, 2-3 ans, s'il n'y a pas de traitement. Et si donc, vous voyez que pour l'ensemble des malades, le stade A, c'est-à-dire le stade indolent, 63%, le stade B, 3 aires ganglionnaires, une survie de 5 ans, et le stade C, c'est une survie de moitié de 2 ans et demi. Les complications et causes de décès, je disais tout à l'heure qu'il s'agit plutôt des complications infectieuses, surtout pulmonaires et cutanées, qui peuvent emporter le malade. Il y a des complications auto-immunes, que ce soit l'anémie ou la thrombopénie. Et il y a une autre complication, c'est la transformation
en lymphome de haut grade de malignité dans 2-3% des cas. Et parfois, aggravation de l'état général et de l'aplasie. À quoi ça sert donc la classification? D'abord pour dire que dans le stade, au total, dans le traitement de la LLC, il n'y a pas de traitement curateur. Même la greffe de moelle ne guérit pas le malade. Le stade A, il n'y a pas de traitement. On avait dit que spontanément, il peut vivre jusqu'à 14 ans sans traitement. Le stade B et C, on peut proposer, dans certains cas, des monochimiothérapies, un seul traitement par le chlorbaraminophène chez les sujets âgés. On peut proposer des polychimiothérapies, dans certains cas aussi, avec le Maptera ou l'anti-CD20. Et on peut proposer des polychimiothérapies avec des produits innovants aussi. On appelle ça le FC, c'est-à-dire fludarabine ondoxan, ou bien FCR, fludarabine ondoxan, anti-CD20. Si le patient est jeune, on peut lui proposer aussi une allogreffe s'il a un donneur identique, HLA identique. Dans le cas contraire, on peut lui proposer une autogreffe s'il dépasse 50 ans ou s'il n'a pas un donneur. Mais retenez que le stade A, vous pouvez le surveiller dans un cabinet médical. Les autres stades doivent être suivis dans des structures spécialisées. À côté, vous avez le traitement symptomatique, l'antibiothérapie s'il y a un syndrome infectieux. Anémie, on peut proposer des transfusions. On peut poser des corticoïdes ou des immunoglobulines pour traiter les PTI et l'anémie hémolytique auto-immune, et parfois même la splénectomie. Ce sont des traitements donc symptomatiques. En Algérie, pour une étude multicentrique, ça veut dire que ça a concerné 17, en fait, ça a concerné plusieurs services d'hématologie, 17. Ce travail est dirigé par le professeur Aïtali, qui est le président du groupe leucémie lymphoïde chronique de la Société algérienne d'hématologie. Alors, nous avons retrouvé cette incidence de 0,66 cas, alors que dans la littérature, dans les autres pays, c'est 2,5 à 3 cas pour 100 000 habitants. Une remarque aussi dans cette étude, la cytométrie de flux dont on a parlé, elle n'est faite que chez 2/3 de nos malades. Ça veut dire comme nous avons la moitié des malades qui font cette CMF en ambulatoire, c'est cher. Et parce que nous ne retrouvons pas le stade A, si vous voulez, est très faible. C'est 28% seulement dans notre série, en Algérie, alors qu'elle est presque le double en Europe. Ça veut dire que nos malades ne sont pas diagnostiqués à temps et que rarement de découvertes fortuites. Finalement, le retard diagnostique fait que les malades sont découverts au stade C à près de 41% des cas. Ce qui fait, alors que dans les pays occidentaux, presque 10% seulement qui sont découverts au stade C. Et si, on peut se dire, est-ce que, parce que nos malades ne se soignent pas, ou parce que nos malades ne font pas des suivis, très simplement chez le généraliste. Donc la différence, elle est nette, c'est les 4 fois plus. Nous avons 4 fois plus de malades au stade avancé, donc nous avons plus de décès chez nos malades. En conclusion, c'est une pathologie d'un sujet âgé à partir de 60 ans. Son traitement n'est pas indiqué dans les stades précoces qui malheureusement ne sont pas diagnostiqués chez nous que dans un tiers des cas. Des thérapeutiques sont instituées dans les services spécialisés, mais en collaboration avec le généraliste qui doit surveiller le malade en dehors de ses contrôles dans les services spécialisés. Et je vous remercie.